Nos sociétés modernes posent de grands problèmes environnementaux qu'il est devenu urgent de résoudre. Face à cette urgence environnementale, il semble indispensable de développer les meilleurs outils imaginables pour relever ces défis aussi bien que possible. Et les outils de collecte de données, d'analyse de données et d'aide à la décision auront sans doute un rôle central à jouer. Et pour bien vous en parler, j'ai invité Rodolphe de la chaîne Le Réveilleur. Dis-moi Rodolphe, quels sont aujourd'hui les secteurs économiques qui engendrent le plus d'impacts environnementaux et que peut faire l'IA pour réduire leur impact environnemental? Salut Lé, c'est sympa de m'inviter sur ta chaîne et bonjour à tous. Il s'agit en fait d'une très vaste question. Donc pour aujourd'hui, je te propose de nous arrêter sur deux des secteurs les plus importants, le transport et l'agriculture. Ça marche, commençons par le transport. Pas besoin de vous faire un dessin. Une voiture, un camion, un bateau ou un avion qui se déplace, ça consomme de l'énergie fossile et ça rejette du CO2, beaucoup de CO2. Du coup, pour diminuer notre impact environnemental, il est important de minimiser les transports. Typiquement, une partie de ce transport correspond à la livraison de colis par camion. Chacun de ces colis a une origine et une destination. Il s'agit d'affecter les colis au bon camion et d'optimiser la route que suivront les différents camions pour livrer les colis et revenir au dépôt. Or ça correspond justement à un problème classique d'optimisation appelé le problème de tournée de véhicules, qui était un peu la spécialité du groupe de recherche où j'ai effectué ma thèse. Et dès qu'on utilise des systèmes d'information centralisés, on parvient assez vite à diviser par deux les consommations de carburant par rapport au cas où les tracés sont choisis par des humains. Un autre problème est le taux de remplissage des camions. L'allée est facile à commercialiser et on remplit bien le camion. Mais s'il fait le retour à vide, il aura un taux de remplissage de moins de 50% et aura généré des impacts environnementaux pour rien. Plus le taux de remplissage est élevé, plus l'activité de ce camion est financièrement et écologiquement rentable. Et sur cet aspect, les outils qui sont arrivés avec les technologies de l'information ont permis de réduire les transports à vide de 43%. Appliquer l'IA à ces secteurs permettrait probablement des optimisations de plus en plus performantes. De la même façon, des technologies comme le GPS et l'analyse du trafic en temps réel sur Google Maps ou Waze permettent de fluidifier le trafic et de réduire un peu la consommation énergétique. Et ce n'est qu'un début. À Pittsburgh, aux États-Unis, une IA gère 50 intersections et ajuste les feux tricolores en fonction du trafic. Elle a déjà permis de réduire le temps de trajet de 25% et les émissions de 20%. Et oui, ne pas avoir à s'arrêter et à redémarrer est un gain de carburant intéressant, en plus d'être plaisant. Cet exemple suggère d'ailleurs aussi que le déploiement à large échelle de véhicules autonomes pourrait aussi avoir un impact important sur la consommation de carburant, à condition bien sûr que les capteurs et l'IA qui gérera tout ça ne soient pas trop gourmands en énergie et en matériaux. Ces véhicules autonomes pourraient aussi permettre de fabriquer moins de véhicules et diminuer la place qu'ils occupent dans nos villes. Ainsi, depuis avril 2017, les Waymo, ces voitures autonomes de Google, sont en mode taxi sans conducteur pour 400 utilisateurs à Phoenix, dans l'Arizona. Et en mai 2018, Waymo a annoncé qu'il serait accessible à tout habitant de Phoenix. L'IA pourrait donc révolutionner le transport urbain dans un avenir pas si lointain. Ceci dit, si vous cherchez vraiment à moins consommer de carburant et à moins polluer, surtout si vous êtes en ville, il y a déjà l'option des transports en commun, de la marche et du vélo. De même, dans le cas du fret, il existe des alternatives moins polluantes que le camion, comme le fret ferroviaire. Enfin, il y a une autre façon plus radicale encore et plus efficace de consommer moins de carburant. Il suffit en effet de moins se déplacer. Et ça, grâce aux technologies de l'information, c'est souvent possible. Par exemple, via le télétravail, il serait peut-être temps de remettre en question les allers-retours en avion pour une réunion de quelques heures ou pour un colloque. Un autre secteur d'activité qui provoque de nombreux problèmes environnementaux est l'agriculture. L'exploitation agricole affecte la qualité des sols, de l'eau, de l'air, la biodiversité et la santé humaine. Par exemple, l'agriculture pose des problèmes d'eutrophisation qui sont dus à l'utilisation excessive d'azote et de phosphore et qui conduisent à des bouleversements des équilibres écologiques. Comme l'agriculture est le lieu où il y a le plus d'interactions entre l'environnement et les sociétés humaines, il n'est pas étonnant de retrouver ce secteur économique au milieu de beaucoup des enjeux environnementaux. En fait, d'après le rapport de Villani, il y a urgence pour ce secteur à se saisir des opportunités de l'intelligence artificielle. Oui, parce que ce dont on ne se rend pas forcément compte, c'est que gérer une production agricole est un problème d'une très grande complexité, avec un grand nombre de variables sur lesquelles on peut jouer. Il faut ainsi choisir quelles graines planter, dans quel sol, à quel moment, quel engrais et quels pesticides utiliser, et quelle quantité d'eau utiliser et à quel moment. Sauf que les réponses à toutes ces questions dépendent de nombreuses données tout aussi complexes, comme les propriétés des graines, la qualité des sols, les maladies qui attaquent les plantes et les conditions climatiques et météorologiques.
Sans IA et sans données, on a ainsi tendance à prendre des décisions sous-optimales et à utiliser les engrais, les pesticides et l'eau en grande quantité. Plusieurs entreprises, dont Microsoft, cherchent donc à proposer des outils de collecte de données via des capteurs, des caméras ou même des images satellites, afin de mieux connaître les conditions environnementales de l'agriculture à un lieu donné et de mieux ajuster les besoins en engrais ou autres, voire de cibler les parties du champ qui ont vraiment besoin d'intrants. Mieux ajuster les besoins en engrais, en pesticides et en eau pourrait grandement diminuer l'utilisation de ces produits, tout en conservant voire en augmentant la production agricole. En Inde, on estime qu'une IA a permis aux agriculteurs d'augmenter de 30% la production d'arachides par hectare. On parle d'agriculture de précision, puisqu'on cherche alors à être plus précis dans la manière d'exploiter les terres agricoles. L'IA est aussi capable de surveiller les terres en temps réel en assimilant de grandes quantités de données, y compris des images satellites que des humains n'ont pas forcément envie de regarder toute la journée. L'IA peut donc aider à détecter et à réagir rapidement à des incendies. Et une telle activité de surveillance ne se limite d'ailleurs pas à l'agriculture. L'IA peut surveiller de vastes zones et détecter des activités de pêche, de braconnage ou d'exploitation forestière illégale. Un suivi plus précis de différents problèmes environnementaux, comme l'eutrophisation, la création de zones mortes ou la prolifération d'espèces invasives, peut considérablement aider la mise en place d'actions de lutte contre ces problèmes. L'IA ne résoudra pas ces problèmes par magie, mais elle peut fournir des informations détaillées et fiables pour mieux lutter contre. Enfin, l'IA peut accélérer la recherche en agronomie. Par exemple, cette industrie investit aujourd'hui 2,6 milliards de dollars par an dans la recherche de meilleurs produits agrochimiques. L'étude de modèles complexes pourrait permettre d'accélérer la recherche de nouvelles molécules. L'IA pourrait également permettre de mieux anticiper les performances de différentes graines et ainsi d'optimiser le processus de sélection de ces graines. On a donc parlé du transport et de l'agriculture, mais il y a bien d'autres domaines où l'IA peut permettre de mieux gérer notre impact environnemental. De façon générale, quand il s'agit de surveiller des systèmes complexes dont on peut mesurer de nombreuses caractéristiques en continu, l'IA a le potentiel d'aider. Par exemple, la pollution de l'air est un des problèmes environnementaux majeurs. En France, et d'après l'OMS, c'est la 3e cause de mortalité derrière le tabac et l'alcool. Et la France est loin d'être le pire. En considérant la pollution de l'air intérieur et extérieur, l'OMS estime le nombre de morts à 7 millions dans le monde. Un des pays les plus touchés par cette problématique est bien entendu la Chine. Et c'est là qu'IBM utilise une nouvelle IA pour mieux prévoir les pics pollution et identifier les sources de ces polluants. Cette IA fait déjà mieux que les modèles existants grâce aux données déjà disponibles comme l'activité industrielle, les estimations de trafic et les conditions météorologiques. Avec ces connaissances, on peut prévenir les populations pour qu'elles se protègent, mais on peut aussi agir sur les causes en coupant momentanément des usines ou en limitant le trafic routier. Une fois les causes identifiées, les pouvoirs publics peuvent également lancer des actions sur du plus long terme et déployer des transports ou des industries plus durables. D'autres intelligences artificielles peuvent aider les villes à mieux gérer leur trafic et leur flux d'énergie et de matière. On parle parfois de smart cities. J'avais été par exemple pas mal étonné dans ma vidéo sur les ressources en eau d'apprendre l'importance des fuites dans la consommation d'eau. Eh bien c'est aussi un endroit où l'IA peut donner un coup de main en détectant les fuites souterraines dans le réseau de distribution. Si on met les bons capteurs en place, elle pourrait en profiter pour suivre la qualité de l'eau et prévenir en cas de problème. L'IA peut aussi aider considérablement la recherche, en particulier quand il s'agit de modélisation complexe qui repose sur des quantités de données énormes. En particulier, elle pourrait améliorer les prédictions des modèles de changement climatique. Bien sûr, on pourrait rétorquer que ça n'aide pas forcément. On sait ce qui cause le changement climatique, en grande partie le CO2, et on sait ce qu'il faut faire, arrêter d'en émettre. Mais il faut se rendre compte que le changement climatique est déjà en cours. Il a et aura des impacts. L'IA et le deep learning permettent de mieux comprendre comment le climat peut changer à des échelles locales, et donc de mieux s'adapter à ces changements. On va subir des effets du changement climatique, et il faudra faire avec. Toute aide à l'adaptation est donc bienvenue. Une des conséquences attendues du changement climatique est par exemple l'augmentation des vagues de chaleur qui sont particulièrement dévastatrices dans les environnements bétonnés que sont les villes. Une autre IA d'IBM exploite d'autres stratégies pour lutter contre ça et optimise par exemple le couvert végétal des villes pour limiter l'impact des vagues de chaleur. Pour lutter contre ce fléau sanitaire qui va s'aggraver dans les années à venir, l'IA peut vous aider à mettre en place les actions les plus adaptées. On a tendance à opposer technologie et environnement comme si la technologie et l'industrialisation étaient nécessairement néfastes à la nature. Et oui, en effet, clairement, beaucoup de nos technologies engendrent de graves problèmes environnementaux. Mais toutes les technologies n'ont pas cette vocation. En particulier de nos jours, de plus en plus de chercheurs, d'associations et d'entreprises cherchent au contraire à exploiter au mieux les technologies modernes pour réduire autant que possible notre impact écologique. Et il y a urgence. En termes environnementaux, le statu quo est catastrophique et il faut donc absolument améliorer nos façons de faire. Et l'IA a justement le potentiel de grandement nous aider à effectuer cette transition vers des sociétés plus durables.
Mais l'IA ne suffira certainement pas. Il y a urgence à également modifier nos habitudes pour préparer la raréfaction du pétrole, protéger la biodiversité et éviter un changement climatique brutal. Et évidemment, l'existence d'applications de l'IA bénéfiques pour l'environnement n'implique pas que toutes les applications de l'IA sont louables. Surtout qu'il ne faut pas oublier que l'IA elle-même est très consommatrice d'énergie. Et il y aurait d'ailleurs beaucoup à dire sur les impacts de l'IA sur l'industrie de l'énergie. Et du coup, ça te dirait de venir en parler sur ma chaîne? Allez, gauchez le réveilleur. Un énorme merci à Rodolphe de la chaîne Le Réveilleur pour avoir participé à cette vidéo qui m'a fait énormément suer parce que c'est un sujet qui est très loin de mon champ d'expertise et j'ai pas l'habitude de traiter des sujets aussi complexes sur ma chaîne. Et j'ai vraiment beaucoup galéré à préparer ces épisodes. J'ai dû énormément lire, m'informer, j'ai appris énormément de choses. Et c'était extrêmement indispensable en fait d'avoir quelqu'un pour mieux me guider dans ces réflexions autour des applications de l'IA en termes environnementaux. Donc comme je le disais dans la vidéo précédente avec Primum, appliquer l'IA à ce genre de domaine requiert à la fois des expertises en IA, mais également des expertises dans le domaine en question, ici dans le domaine environnemental, parce que beaucoup de choses dans le domaine environnemental sont incroyablement plus subtiles et plus compliquées que ce qu'on pourrait croire de prime abord. Et globalement, on est très ignorant quand il s'agit d'étudier des systèmes complexes comme ceux de l'écologie. Pour vous en convaincre, je vous invite très vivement à aller voir les vidéos de Rodolphe sur la chaîne Le Réveilleur. Par exemple, vous pouvez voir sa vidéo sur les pics pétroliers pour vous rendre compte qu'en fait, il s'agit vraiment d'un problème qui est extrêmement préoccupant et qui pourrait être dans un avenir pas si lointain et qui risque de complètement bouleverser nos façons de faire et nos modes de vie actuels. Et bien sûr, l'autre vidéo du Réveilleur que je recommande, c'est celle à laquelle j'ai participé, qui a été publiée en même temps que cette vidéo, sur les impacts énergétiques de l'IA qui sont assez catastrophiques, mais qui ont aussi des bons côtés, puisque l'IA peut permettre de mieux gérer nos consommations énergétiques, via notamment les smart grids. La dernière fois, on a parlé des applications de l'IA en santé, on avait pas mal parlé notamment du problème de la responsabilité. Si une IA prend une décision qui se trouve être une mauvaise décision pour un patient et qui conduit à la mort du patient, est-ce qu'il y aura quelqu'un qui est responsable? Et si quelqu'un est responsable, est-ce qu'il s'agit du concepteur de l'IA? Est-ce qu'il s'agit de celui qui l'a mise en place, celui qui l'a acheté, celui qui l'a implémenté, ou le médecin qui était en charge de choisir l'utilisation de cette IA pour tel patient? Toutes ces questions se posent, mais Patrick Latwik affirme que finalement c'est peut-être pas si important que de savoir comment attribuer cette responsabilité. Après tout, la notion d'attribuer la responsabilité d'un événement à quelqu'un est une notion finalement assez discutable. C'est une notion dont on avait d'ailleurs pas mal parlé dans la série sur la démocratie, notamment dans l'épisode 25, si je ne me trompe pas, celle qui parle d'une justice sans libre arbitre. C'est vrai qu'on a tendance, nous humains, à aimer identifier des responsables, surtout lorsqu'il y a des événements tragiques, pour pouvoir se plaindre notamment de ces personnes. C'est une attitude qui est d'ailleurs assez récurrente sur Twitter. On aime se plaindre d'avoir un responsable de quelque chose qui ne va pas et de se plaindre. Donc typiquement, la France a gagné la Coupe du Monde, mais en Allemagne, juste après que l'Allemagne se soit fait éliminer de la Coupe du Monde, le premier réflexe qui est finalement assez courant, la première intuition morale, c'est de se dire mais qu'est-ce qui est responsable? Quelle est la personne qui est responsable de l'échec de l'équipe d'Allemagne? Et puis du coup on sort différents noms. Et c'est vrai que c'est une attitude assez générale que je trouve pas forcément très saine, que de toujours vouloir identifier des responsables d'un événement, alors que souvent il y a une certaine diffusion de responsabilité qui intervient à différents niveaux et le système est beaucoup plus complexe. Et finalement, j'ai envie de dire, dans un moment, on s'en fout des responsabilités. Si on est vraiment conscientiste moral, ce qui importe, c'est avant tout les conséquences des différentes actions qui ont été entreprises. En particulier, est-ce que plus de patients ont été sauvés que de patients qui ont été tués par l'utilisation d'une intelligence artificielle? En tout cas, si on est utilitariste, c'est vraiment à ça qu'on pense. Ceci étant dit, comme j'en ai parlé notamment dans la série sur la démocratie, l'utilité première notamment des responsabilités, c'est d'essayer de donner des incentives aux personnes qui sont responsables de l'acte, ceux qui interviennent dans le cours des événements qui ont conduit à potentiellement une tragédie. Ce qui est intéressant de voir, c'est quelles sont ces personnes qui étaient responsables, qui sont intervenues, et surtout qu'est-ce qu'elles auraient pu faire pour que les choses aillent mieux. Je pense que c'est vraiment plus comme ça qu'il faut poser les questions. En tout cas, c'est comme ça que je les ai posées dans cette vidéo dans la série sur la démocratie. La question intéressante, c'est peut-être quels sont les incentives à mettre en place. Et pour mettre de tels incentives en place, il faut
faut se rendre compte que c'est important d'avoir une espèce de traçabilité pour savoir quelles sont les différentes personnes, quels sont les différents processus qui sont intervenus, qui ont conduit à telle ou telle tragédie. Et ça me permet de faire une transition vers la question de bloc, qui se pose la question notamment de l'utilisation de la blockchain pour pouvoir avoir notamment cette traçabilité. Donc la blockchain, pour ceux qui ne connaissent pas, je suis en train d'en parler sur la chaîne YouTube String Theory, avec une série de vidéos, notamment la dernière parlait des 2 principes fondamentaux de la blockchain, mais de façon très grossière, une blockchain c'est avant tout une base de données extrêmement sécurisée. Et donc sur cette base de données extrêmement sécurisée, chacun pourrait écrire, et ce serait immuable, il pourrait écrire que j'ai contribué à concevoir telle machine, que j'ai transmise à telle autre personne, puis l'autre personne peut dire j'ai en effet reçu la machine d'un tel et je l'ai utilisée ou j'ai rajouté telle ou telle fonctionnalité. Du coup il y aura vraiment une traçabilité de toutes les étapes qui ont conduit à l'utilisation de l'intelligence artificielle pour telle ou telle application. Et ça pourrait être très utile pour pouvoir notamment retrouver ce qui aurait pu être amélioré et pour pouvoir justement améliorer les IA à venir. Parce que je pense que c'est vraiment ça, si on est dans une optique conséquentialiste et qu'on se dit que l'objectif c'est vraiment de sauver un maximum de patients, si c'est vraiment ça l'objectif, c'est vraiment important d'avoir cette traçabilité pour savoir qu'est-ce qui peut être amélioré, notamment une fois qu'on a observé quelque chose qui n'allait pas. Et en cela, sans doute que des technologies comme la blockchain seront très utiles. D'ailleurs, ce principe n'est pas du tout spécifique à l'utilisation d'une technologie comme l'IA en santé. Il est même assez général à toutes les technologies qu'on utilise en santé, notamment par exemple les médicaments. Et je vous renvoie notamment vers la présentation TEDxSaclay de Anka Petré qui a longuement parlé des applications de la blockchain en santé. Hey, j'espère que vous avez aimé cet épisode et que petit à petit j'essaie de vous convaincre notamment que l'IA est vraiment utile, voire indispensable pour pouvoir préparer le futur. Et c'est encore une chose qu'on va voir dans l'épisode prochain où je vais essayer de défendre la thèse sur laquelle l'IA est même indispensable à la survie de l'humanité sur le long terme, notamment à cause de ce qu'on appelle les risques existentiels. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à le liker, à le commenter, à le partager, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les futurs épisodes. Merci aux tipeurs pour leur don et j'espère que vous serez là la prochaine fois. En France, les pics sont gérés avec de l'hydroélectricité qui est plutôt propre, mais aussi avec du gaz naturel qui émet pas mal de CO2. L'IA pourrait permettre d'effectuer ce qu'on appelle des effacements, c'est-à-dire reporter l'activité de machines à des heures de faible consommation. The digitization of biology has already begun. In a place like the Media Lab, never known for biology, known for things like the darknet 20 years ago, now known for creating Guitar Hero, Digital Ink, toys, cars. 6 of the 30 labs are now doing biology inside of the Media Labs.